Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Carrousel du Louvre. C'est le 3e jour du Salon de l'immobilier et de l'investissement et je suis avec Franck Jean-Didier. Bonjour. Bonjour Ariane. Franck, vous êtes président d'Espace LMNP. Vous exposez ici. Espace LMNP, qu'est-ce que ça fait ? Espace LMNP, c'est une société qui est spécialisée dans les reventes de résidences de services. C'est le marché secondaire du LMNP, le loueur en meublé non professionnel. C'est-à-dire j'ai acheté il y a quelques années résidence de tourisme, une résidence senior. C'est ça, vous avez raison. C'est en fait il y a 5 types de résidences. Des résidences de tourisme, effectivement, des résidences pour étudiants, des résidences d'affaires, c'est-à-dire des appart-hôtels, des résidences aussi des EHPAD, bien connus ces derniers temps, dont on a beaucoup parlé, et des résidences pour seniors autonomes. Donc sur ces 5 types de résidences, le principe c'est d'acquérir un bien immobilier, vous êtes propriétaire d'un appartement et que vous confiez en gestion à un exploitant, personne morale, qui va gérer l'intégralité de la résidence par bail commercial, qui vous garantit un loyer par bail commercial. Donc c'est l'exploitant qui garantit ce loyer-là et quelle que soit l'occupation du bien, vous n'avez pas à vous soucier, donc c'est un investissement sans souci de gestion. Et qui a aussi des avantages fiscaux. Qui a un avantage fiscal considérable puisque effectivement vous avez l'accès à la fiscalité des BIC, de la location meublée. Les revenus de cette activité sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux avec l'avantage d'être considéré comme un commerçant et de pouvoir amortir le bien immobilier. Et cet amortissement, c'est une charge fiscale qui est déductible des revenus de cette activité et qui permettent clairement d'être tout ou partie nette d'impôt, la plupart du temps complètement nette d'impôt. Donc ça permet d'avoir une rentabilité garantie, sans souci de gestion et avec une fiscalité très attractive puisqu'il y a peu ou pas d'impôt à payer dessus. Mais alors tout ça, ça ne dure qu'un temps parce que c'est indexé sur la durée du bail initial, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'un bail commercial a une durée initiale de en général 9 ans, entre 9 et presque 12 ans. Mais qui peut être reconduit après, bien sûr, par un renouvellement ou en tacite prolongation, si c'est une tacite prolongation pour une durée totalement indéterminée, et si c'est un renouvellement pour une durée de 3, 6, 9 ans. Qu'est-ce qui se passe si au bout de du premier bail, je souhaite revendre ? C'est là que vous intervenez en fait. Alors on intervient soit à la fin du premier bail, mais ça peut être aussi en cours de bail, puisqu'on va trouver des investisseurs qui vont continuer l'exploitation, à qui on revendra avec le bail commercial, qui vont avoir accès également à cette fiscalité. Le gros intérêt de ce type d'investissement, c'est que c'est une fiscalité qui est écologique. Je le dis toujours, l'amortissement est éternellement recyclable. C'est-à-dire que quand vous revendez un bien que vous avez acheté 100, vous le revendez 120 ou 150, voire même 50 si vous avez fait une mauvaise affaire, la personne qui va racheter va pouvoir amortir le bien sur la base de ce qu'il achète, c'est-à-dire les 120, 150 ou 50. Donc c'est ad vitam aeternam, on peut amortir en fait ce bien-là en cédant son bien à quelqu'un qui va bénéficier de cette nouvelle fiscalité. Ce marché de la revente, il est important aujourd'hui ? Il est assez important, de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de résidences de services qui ont été vendues ces dernières années, notamment sous le cadre de la loi Censi-Bouvard, cette loi de défiscalisation qui a permis des réductions d'impôts à des investisseurs, avec un écueil sur cette loi, c'est que les personnes qui ont choisi, qui avaient opté pour ce dispositif fiscal à l'origine, ont abandonné la possibilité d'amortir leurs biens. Ce qui fait qu'une fois que la réduction d'impôt consommée, j'ai envie de dire, au bout de 9 ans, puisqu'il fallait qu'ils gardent ce bien 9 ans, ils ont la quasi-nécessité de revendre leurs biens. Mais aussi, on s'adresse à des investisseurs qui ont acheté il y a beaucoup plus longtemps, ou moins longtemps en cas d'accident de la vie, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de durée de détention dans le cadre de l'amortissement. Vous pouvez revendre dans les années ou après votre achat. Il n'y a pas d'engagement avec l'État, il y a un engagement uniquement par bail commercial, mais comme nous revendons ce bien à des gens qui vont continuer le bail commercial, on peut revendre à tout moment. Bon alors moi, demain je veux acheter un produit à la revente. C'est quoi le profil de l'investisseur qui a intérêt aujourd'hui, à qui vous recommandez d'investir ? Alors,
En fait, il y a tout type de profil. Ça va du jeune actif qui a besoin de faire une première acquisition, parce que l'intérêt de ce type d'investissement, c'est qu'on peut acheter, surtout sur le marché secondaire, à des prix qui sont ultra raisonnables, puisqu'on a des biens à partir de 50 000 euros. Alors qu'est-ce que j'ai pour 50 000 euros? Vous avez un studio dans une résidence étudiante ou une résidence d'affaires, un appart-hôtel, géré par un exploitant sur une ville moyenne, qui sur un deuxième bail par exemple d'exploitation, une exploitation qui fonctionne, qui marche, et avec une rentabilité autour de 5% à peu près, hein, entre 4 et 5%. Mais le loyer, enfin les 4 ou 5% ne sont pas garantis. Alors en fait, le loyer est toujours garanti par bail commercial. La garantie tient sur la solvabilité de l'exploitant. Donc il faut vérifier bien évidemment la solvabilité de cet exploitant. Certains ont fait défaut, notamment pendant la crise de la Covid. J'allais vous en parler. Bien sûr. Il y en a aussi qui ont subi la crise de 2008, notamment dans le tourisme. Mais en fonction des différentes classes d'actifs, si on peut appeler ça, de type de résidence, il y en a qui ont été plus résilients que d'autres, et des gestionnaires qui ont payé aussi pendant toute la crise, ou qui ont dû demander des abandons de loyer pendant les périodes notamment de confinement. Et pour finir, la décote par rapport au prix initial, c'est de l'ordre de combien sur le marché secondaire? Sur le marché secondaire, c'est très variable. Ce qui fait le prix de vente, et pour rentrer dans la technique de notre métier sur le marché de la revente, pour revendre, quand un propriétaire veut revendre, on analyse 5 critères, que sont la solvabilité de l'exploitant, donc sa capacité à payer les loyers, la qualité du bail, la qualité de l'emplacement bien sûr, la durée résiduelle du bail et ce qu'on appelle le taux d'effort. Le taux d'effort, c'est en fait le ratio entre le loyer qui est versé au propriétaire et le chiffre d'affaires potentiel de l'exploitant. Si ce ratio est trop important et pas usuel avec le marché, on imagine qu'on peut avoir un risque de modification des conditions du bail au renouvellement du bail. Et c'est ce que nous anticipons en définissant un taux de rentabilité pour le futur acquéreur qui doit représenter le meilleur couple rendement-risque du produit. Et on divise le loyer par ce taux-là, ça fait le prix de vente. Donc quand on achète un bien sur lequel on a un nouveau bail, avec un bail qui a été renouvelé dans des bonnes conditions, avec une exploitation qui fonctionne et un gestionnaire solvable, on va avoir une rentabilité autour de 4%, 4,5%, et sur une durée qui est assez longue. Et ça, il n'y a pas de raison d'avoir de décote pour le vendeur. Par contre, sur des biens qui ont subi une défaillance d'un exploitant et avec une demande de baisse de loyer, comme c'est le loyer qui va faire le prix de vente, si ce loyer a été baissé pour des raisons X ou Y parce que l'exploitation n'était pas tenable, effectivement il y a des décotes sur certains logements qui peuvent atteindre 10, 20, voire 40% pour certains. Bon alors dernière question, il y a beaucoup de gestionnaires qui ont souffert avec le Covid. Oui, il y a beaucoup de gestionnaires qui ont souffert de façon très différente en fonction des différentes classes d'actifs. Les EHPAD n'ont pas tellement souffert, même si ils ont dû avoir des charges supplémentaires pour assumer les protocoles bien sûr sanitaires. Mais il n'y a pas eu de baisse en fait de loyer pour les investisseurs. Et, idem sur les résidences seniors qui n'ont pas subi vraiment la crise comme les autres. Les étudiants, paradoxalement, s'en sont très bien sortis. Il y a eu il y a très peu d'exploitants qui ont demandé des baisses de loyer et les plus gros n'ont absolument pas demandé. J'ai d'ailleurs visité une résidence étudiante au mois de novembre pendant le deuxième confinement en région parisienne, une résidence de 335 logements qui était archi plein, tous les logements étaient occupés. Il y avait même une liste d'attente en fait, d'une quinzaine de dossiers sur le bureau du directeur. Par contre, sur le tourisme, ça a été effectivement plus compliqué. Surtout pour les opérateurs qui étaient essentiellement axés sur des biens à la montagne, du fait des fermetures bien sûr de résidences, un peu moins pour les gens qui étaient bien sûr à la mer et à la montagne, puisque cet été, l'été dernier a été excellent. J'ai discuté il y a 3 jours avec un des plus gros opérateurs touristiques qui m'a expliqué qu'ils avaient fait une année d'été comme ils n'avaient jamais fait. Les Français sont peu partis à l'étranger, donc ça a bénéficié en fait aux résidences de tourisme. Donc même s'il y a eu des baisses de loyer pour les premiers confinements, c'est un marché qui est assez résilient et sur lequel il y a quand même, on peut garder confiance. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un afflux d'offres de biens à vendre sur le marché des résidences à la montagne ?
pas plus que ça. Finalement, c'est un marché qui est assez fluide naturellement. Il y a autant d'offres à peu près qu'avant la crise. L'offre est surtout, s'il y a une augmentation de l'offre, c'est le fait que beaucoup de produits qui ont été vendus dans le cadre de la loi Censi-Bouvard il y a une dizaine d'années arrivent à échéance, et tous ces produits-là, puisque c'est une loi qui existe depuis 2009, et donc il y a un afflux en fait de produits sur le marché secondaire à cause ou grâce à la fin de ces premières opérations de défiscalisation. Mais ça permet d'en faire profiter justement des nouveaux investisseurs. C'est absolument pas préjudiciable. Merci beaucoup Franck Jean-Didier. Je rappelle que vous êtes le président d'Espace LMNP. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter sur mysweetimo.com et sur toutes vos plateformes de podcast.